Bon, merci, bonjour. Merci d'être venus si nombreux. On a 20 minutes, donc on y va tout de suite. Moi, je voudrais vous parler un petit peu de narration en VR, et puis aussi d'oignons et d'interactivité. Vous verrez pourquoi un petit peu plus tard. Je voudrais commencer par cette question. Pourquoi est-ce qu'on va au cinéma ? Alors, moi, j'ai une partie de réponse. Chacun a peut-être sa réponse. Je pense qu'on y va parfois pour se faire peur, comme on peut le voir ici, parfois pour se faire peur et manger du popcorn, ça marche aussi. Je pense qu'on y va aussi parfois quand on a certaines idées derrière la tête. Parfois on a des idées derrière la tête et on mange du popcorn aussi. Chacun y va pour ses propres raisons. C'est aussi souvent une expérience collective. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Vous voyez ce que c'est le Rocky Horror Picture Show. Ce sont des projections d'un film dans lequel les gens dans la salle rejouent un petit peu le film. C'est une expérience assez marrante. Si vous n'avez jamais fait ça, je vous recommande de le faire au moins une fois. C'est assez rigolo. Et on peut faire le Rocky Horror Picture Show et manger des pop-corn aussi. Ça marche aussi. Mais je pense qu'on y va aussi surtout pour ce petit côté enfantin qu'on peut retrouver avec cette relation simple avec les histoires et les émotions que ça peut générer. Et vous voyez que le popcorn, ça commence très tôt, hein, l'addiction au popcorn. Donc au final, on peut se demander si c'est vraiment lié au popcorn. C'est marrant, quand vous recherchez des images, d'illustrations de cinéma, vous voyez tout le temps du popcorn associé avec. Donc je pense que c'est pas ça en fait. Si vous regardez le visage de ces gens dans ces photos, ils sont tous soit ils vivent une expérience un peu incroyable, ou alors ils vivent une expérience collective, ils ont peur, ils sont contents, ils sont avec des amis. Donc je pense qu'on va au cinéma pour toutes ces raisons, et principalement parce qu'on nous raconte des histoires et qu'on vit des émotions au travers de ces histoires. C'est quelque chose de terriblement humain, et je pense que souvent on est en empathie avec ces histoires, et il y a ce côté aussi enfantin d'être transporté dans un univers un peu fantastique qu'on ne peut pas vivre autrement qu'au travers du cinéma. Alors du coup, qu'est-ce qu'on voit quand on va au cinéma ? On voit en général le regard de quelqu'un d'autre, l'univers de quelqu'un d'autre, et tout ça, c'est en général contenu dans un cadre bien défini. Et alors des cadres, il y en a beaucoup. Il y en a certains qui sont plus ou moins, qui ont un goût qui nous est plus ou moins proche. Parfois, ça peut être un peu bizarre. Chacun a ses propres cadres et ses propres références. Mais voilà, il y a ce panorama dans le cinéma. Alors pourquoi ça marche ? Le cinéma. Donc quand on regarde cette image, je ne sais pas si vous avez vu les 4 Fantastiques, en particulier en 4K, avec une bonne définition, c'est très bizarre, ça a un petit côté un peu ridicule. Si vous regardez par exemple ce monsieur là ici, il a quand même une tenue un peu ridicule, et en 4K avec une très bonne définition, vous voyez les défauts du costume en fait, vous voyez tous les trucs qui ne marchent pas. Donc il y a un côté très bizarre en fait quand on regarde ça. Puis tous, ils sont un peu... j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté un peu ridicule quand j'ai regardé ça, mais pourtant ça marche. Pourtant on y croit. Alors ça c'est un autre film auquel j'avais beaucoup accroché quand j'étais plus jeune, c'est Édouard aux mains d'argent. Donc comment on peut croire à une histoire comme ça ? C'est quelqu'un qui a des mains, qui n'a pas de mains en fait, mais qui a des ciseaux à la place des mains. Il a la coupe de cheveux de Robert Smith et il est habillé comme, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, Marilyn Manson. Donc comment on peut croire à quelqu'un comme ça ? Pourquoi ça marche ? En fait, ça marche parce qu'on est complice de ça. On a envie de se faire surprendre, on a envie d'être embarqué dans cet univers, et on reconnaît les incohérences, on les voit, mais on choisit de les ignorer parce que la proposition et l'univers est suffisamment agréable pour qu'on se dise « Ok, je laisse de côté toutes ces choses pas cohérentes et puis je me laisse embarquer là-dedans. » Alors plutôt que d'utiliser cette expression anglaise, suspension of disbelief, donc la suspension du regard critique, on pourrait le traduire comme ça, je préfère cette expression de croyance poétique en fait, c'est-à-dire que l'univers ou l'histoire qui nous est racontée est suffisamment sympa, elle fait suffisamment écho avec des choses que j'ai vécues pour que je fasse abstraction de tout ce qui n'est pas cohérent. Donc dans Édouard aux mains d'argent, il y a la fragilité qu'on peut ressentir quand on est adolescent. Dans les 4 Fantastiques, il y a ce côté super-héros, pareil, qui nous ramène aussi à des sensations un petit peu enfantines. Donc on choisit de mettre ça de côté, en tout cas au cinéma. Alors du coup, qu'est-ce qui est différent en VR ? La VR, c'est toujours subjectif. La caméra, elle est placée à un endroit, quelqu'un l'a choisi. L'histoire, c'est pas vous qui l'avez choisi. Donc ça reste quand même quelque chose de subjectif. Par contre, on n'a plus de cadre.
On peut choisir de regarder où on veut, et puis on est immergé. On est au centre de l'action, on n'est plus en dehors, on est vraiment au centre. Je peux regarder où je veux, je suis plus passif. Donc ça, c'est quand même un premier changement assez important. Alors comme je peux regarder où je veux, du coup ça peut rendre malade aussi. En fait, le fait que ça vous rende malade, c'est plutôt un bon signe. C'est le signe que ça marche. C'est-à-dire que d'un côté, votre cerveau voit et a l'impression d'être sur une montagne russe, mais votre corps, il vous dit non, t'es pas sur une montagne russe. Donc votre cerveau vous dit ça bouge, mais votre corps, il vous dit non, moi je bouge pas, je suis là, je suis assis, tout va bien. Et donc c'est cette dissonance qui vous rend malade, mais quelque part ça montre que le cerveau, il commence à se faire avoir, il commence à croire un petit peu à ce qu'il est en train de voir. Donc la promesse de la VR, elle est assez forte finalement. C'est transportez-moi dans n'importe quelle situation, y compris des situations qui peuvent rendre un petit peu malade. Donc c'est quand même une promesse très forte. Donc ce qui compte en VR, c'est plus tant ce qu'on voit et ce qu'on entend, mais plutôt où vous êtes et ce que vous faites. Et du coup, en VR, vous pouvez vous retrouver sur une belle plage paradisiaque, comme Palmer le Quai ici, où vous pouvez faire du cheval avec un bon copain. Bon, j'ai pas résisté à celle-là. Elle était facile à faire, mais donc j'ai pas résisté. Donc voilà, la VR peut vous transporter n'importe où, y compris à l'arrière d'un cheval avec Vladimir Poutine. C'est le pouvoir de la VR. Donc c'est ce qui fait de la VR un média très expérientiel. On vit des choses en VR. C'est pas pareil. Et c'est pas pour rien qu'on voit une éclosion de parcs à thème autour de la VR, où vous vivez vraiment une expérience, quoi. Vous vivez quelque chose en même temps que vous le vivez physiquement, quoi. Donc ça a du sens. Ah, c'est chouette avec la porte fermée. Donc c'est pas pour rien qu'il y a ça. Du coup, vous êtes dans l'action, en VR, et qu'est-ce qui est... Bon, super, mais il y a un problème, en fait. Et le problème, c'est que vous me mettez dans un monde, mais ce monde, en fait, il est en partie cassé. Il ne marche pas complètement. Alors il y a des raisons techniques, c'est que l'écran, je vois un petit peu la grille de pixels, la définition n'est pas forcément parfaite, il y a un petit peu de latence, donc ça me rend encore plus malade. Il manque certains sens, j'ai pas le toucher, j'ai pas certaines choses. Et puis il y a une linéarité. Il y a une certaine linéarité souvent dans les contenus. Et plus vous réalisez ça en tant que spectateur, plus la promesse qui vous est faite au départ, elle est cassée en fait. On vous dit c'est génial, t'es immergé au milieu d'un monde, tu peux vivre des trucs fantastiques, et puis en fait non, tout se déroule comme si vous n'étiez pas là en fait. Donc et plus la VR va se répandre, plus on va pas se laisser avoir par les artifices techniques, et plus on va voir ses limitations. Donc pour aller au-delà de ces limitations, il y a ce que j'appelle la théorie de l'oignon. Donc c'est pas une théorie documentée, hein, faut pas la chercher sur Google ou ailleurs, mais c'est la façon dont je résume une expérience VR en fait. Au centre de l'expérience VR, il y a cette question, et si j'étais un parachutiste, et si j'étais un agent secret, et si j'étais un musicien, une star ou je sais pas quoi, c'est cette espèce de fantaisie commune à beaucoup de gens. Et une bonne expérience VR, c'est une succession de couches qui sont cohérentes autour de cette question. Donc évidemment, il y a l'audio qui doit être de qualité, la qualité des rendus, d'autres technologies qui peuvent se rajouter, la sensation olfactive, avec notamment la mise au point peut-être un jour d'une Oculus Rift, pour ceux qui ont suivi la formation, le tracking des yeux. Mais il y a quelque chose qui est très proche de l'expérience primaire, à mon sens, et c'est ce que j'appelle l'interaction, l'interactivité, le fait que je suis dans un monde et ce monde, il réagit à ma présence. Et c'est ça en partie qui permet de créer vraiment une illusion et une immersion de qualité, je pense. Et pourquoi ? Cette interactivité, quelque part, c'est le signe que le monde est conscient du fait que je sois là, et c'est ce qui me renvoie à ma présence dans ce monde. C'est pour ça que c'est vraiment important, sinon l'illusion, elle se casse. Et je pense que l'interactivité, elle peut être vidéo. Si on a des vidéos en fonction de ce que je fais, de où je regarde, on peut avoir des transitions interactives. Nous, on travaille beaucoup dans ce domaine, sur des transitions de vidéos qui ne se voient pas, en fait, mais qui vous font comprendre que vous êtes dans un univers qui réagit à ce que vous faites et à ce que vous regardez, entre autres. Et puis l'interactivité, elle vient aussi beaucoup quand on a des mondes 3D qu'on génère. Donc ça, on sait déjà le faire aujourd'hui avec des moteurs de jeux vidéo. Et ce qui nous manque maintenant, ce sont des intelligences artificielles de qualité
pour pouvoir répondre de façon intelligente, justement, et pas casser cette illusion d'être dans un monde qui va réagir comme un vrai monde, qui peut avoir des règles différentes des règles normales. Et du coup, tout ça, ça m'amène au langage de la VR, qui n'est pas encore très bien défini, mais à mon sens, le langage de la VR, c'est vraiment l'émotion. C'est comment on va chercher ces émotions primaires qu'on avait quand on était petit, qu'on regardait Peter Pan. Et même si c'est un dessin animé, on sait que c'est pas réel, et hop, on y croit, on est transporté avec Peter Pan et on a envie d'y aller. Donc pour moi, le langage de la VR, c'est vraiment ça, aller chercher cette émotion un peu primaire. Donc en résumé, dans les médias traditionnels, on a une histoire qui nous est projetée et on l'interprète consciemment et on se projette dedans. Et on est en empathie. Et à contrario, plus la VR va progresser techniquement, moins on va faire cet effort conscient et plus on va le vivre comme une expérience directe qui va vraiment générer des émotions physiques et avec lesquelles on va être connecté à un niveau émotionnel assez fort. Et je pense que c'est là où la VR a vraiment du potentiel et c'est pour ça que l'interactivité et la narration interactive, elle est importante parce que c'est ça qui va créer ce lien émotionnel assez bas niveau et assez primal, si je peux le dire comme ça. Pensez un petit peu aux émotions que la musique peut générer ou que certains sports comme la chute libre peuvent générer. Vous pouvez regarder un reportage sur la chute libre ou vous pouvez faire la chute libre. Et c'est deux choses extrêmement différentes. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Donc, je voulais finir sur quelques remarques. En vous parlant d'un projet qui s'appelle Notes on Blindness, sur lequel on a travaillé. Donc dans Notes on Blindness, avec les moyens qu'on avait, on a essayé d'aller vers ça, d'aller vers des émotions assez primaires, et du coup on a utilisé différentes techniques, notamment on a un temps qui est un peu élastique, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que les gens font, en fonction de ce qu'ils regardent à droite ou à gauche, on va s'adapter, on va leur laisser plus ou moins de temps pour profiter de là où ils sont et avoir une narration qui est un petit peu plus lente. Si vous regardez beaucoup, la narration est plus lente et elle s'adapte à votre rythme. Si vous êtes au contraire un peu plus statique, la narration va aller plus vite pour essayer de s'adapter et de faire en sorte que ce monde reste cohérent par rapport à votre propre rythme. On utilise des stratégies de mixage dynamique. Quand vous regardez certains objets, le reste des sons baisse de sorte qu'on reproduit l'effet de focalisation, l'effet cocktail, ce qui vous permet d'isoler un petit peu dans un brouhaha, d'écouter plus précisément quelque chose. Donc on le reproduit artificiellement. On utilise beaucoup de petits artifices comme ça pour essayer d'avoir une expérience qui, sans que vous vous en rendiez compte, est très très souple et s'adapte vraiment et on vous crée un monde réaliste. Quand on a créé dans le premier chapitre de Notes on Blindness qui se passe dans un parc, on n'a pas créé une bande son de parc qui boucle, on a créé des objets qui ont leur propre comportement, c'est-à-dire que s'il y a un chien, c'est un objet qui a un comportement de chien, il n'est pas programmé pour aboyer toutes les 20 secondes, ce qui est pas très immersif et pas très réaliste, c'est plutôt un objet et de temps en temps il va aboyer 3 fois de suite, puis il va s'arrêter, puis il va aboyer 2 fois de suite, donc on n'est pas capable à l'avance, quand vous faites l'expérience, de vous dire le chien il aboie à 1 minute et 20 secondes, en fait on ne sait pas. Il va avoir un comportement de chien, et vous pourriez rester dans la scène pendant 2 heures, ça ne sera jamais cassé. Ça aura toujours un comportement de parc à peu près réaliste. Donc voilà, on met en place un certain nombre de stratégies pour essayer de construire ces mondes qui, à un moment donné, vont faire que vous allez mettre de côté cette petite mécanique consciente de projection et plutôt vous laisser emporter par l'émotion directement et vraiment être immergé et finalement basculer, ne plus être sur votre chaise, mais être là dans l'expérience que vous êtes en train de vivre. Voilà, j'étais plus vite que ce que je pensais. Donc du coup, on a le temps pour des questions. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. Ouais. Oui, il y a juste une question basique, quelle est la différence entre Nouveau Lab et Audio Gaming ? Alors, Audio Gaming, c'était le nom de la société au départ, qui travaillait plutôt sur du son et du son interactif. Et Novelab, c'est une extension, en fait, petit à petit, depuis 4 ans maintenant, on s'est mis à travailler sur l'intégralité des productions et pas juste sur la partie audio. Et du coup, on a créé une marque qui s'appelle Novelab, qui travaille sur les expériences interactives, sur tous les aspects, en fait, des expériences interactives et pas que la partie audio.
C'est pour ça qu'on a séparé un peu, parce que c'était compliqué de dire aux gens qu'on s'appelait audio gaming et qu'on faisait aussi la partie graphique ou d'autres choses, quoi. Ou la partie ou l'animation. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé d'intelligence artificielle. Je voulais savoir comment vous intégriez ça à une expérience VR. Ben, quelque part, ça s'intègre tout seul dans le sens où si on crée un monde dans lequel on a envie que les gens se sentent avec lequel les gens doivent ressentir un lien, il faut que ce monde, à un moment donné, il réagisse de façon crédible. Et donc, si on se met à avoir des interactions, principalement des interactions verbales, qu'elles soient par texte ou par voix, à un moment donné, l'ordinateur, on va le percevoir assez vite. Donc, si à partir du moment où on fait une expérience narrative dans laquelle on va échanger avec une entité qui est programmée, si sa réaction est trop prévisible, elle va casser l'immersion. Donc c'est pour ça que je pense que tout ce qui est chatbot et les recherches dans ce domaine sont très intéressantes du point de vue de la narration, parce qu'on va pouvoir intégrer ces intelligences artificielles pour qu'elles nous surprennent de par leur cohérence avec le reste de l'expérience qu'on est en train de vivre. Donc je pense que les premières intégrations vont venir très probablement des chatbots, parce qu'ils sont assez faciles, enfin ils sont plus faciles aujourd'hui à contraindre à l'intérieur d'un cadre narratif défini, et puis petit à petit on peut espérer qu'on va pouvoir programmer une entité humaine qui sera peut-être indécelable entre une vraie personne ou une personne informatique. Je pense que ça viendra de là. Je sais pas, ça répond à la question. Ouais. Après, s'il nous reste 2 minutes, on peut peut-être regarder un trailer de Nuts on Blindness. Il y a peut-être des questions encore. Hein. Ah, il y a des questions alors. Bon. Ah. Est-ce qu'on peut parler d'une vallée du dérangement appliquée à la narration ? Appliquée ? À la narration. Certainement, à partir du moment où on a quelque chose qui va plus ou moins s'adapter, mais qui sera peut-être biaisé ou qui sera décelable d'une certaine façon, il y aura probablement un aspect un peu dérangeant. Après, est-ce que ça va être aussi visible que graphiquement? Je ne sais pas. Graphiquement, ça se voit tout de suite. La sensation, elle est instantanée. On est très vite dérangé par ce robot qui est très proche, mais dont certains défauts trahissent le côté synthétique. Sur une expérience narrative, je ne sais pas. Je ne sais pas si on arrivera à une distinction aussi claire et du coup à un état aussi dérangeant. Je ne suis pas sûr. Après, les chatbots peuvent commencer à être déjà un petit peu dérangeants aussi, hein, parfois de par leur réaction stupide, mais parfois humainement stupide. Donc, ouais, il y en aura probablement un peu, j'imagine. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. J'avais une question concernant les enjeux. Donc la VR est une expérience physique puisqu'on est amené à utiliser son corps pour orienter la caméra. Pensez-vous que au niveau de l'émotion qui est implicite au cinéma, où là effectivement je regarde un film pendant 2 heures, donc pendant 2 heures j'ai le temps de vraiment rentrer dans l'histoire et d'être à la fin triste ou autre, par rapport à une expérience VR, est-ce qu'on a les mêmes enjeux en fait? Est-ce qu'on peut potentiellement arriver au même résultat, et si oui, à ce moment-là, quelle est la valeur ajoutée de la VR? Moi, je pense que c'est quasiment l'enjeu principal. C'est dans un film, je vais projeter mes émotions, mais c'est un effort conscient. Dans la VR, je pense qu'il faut qu'on arrive à ce que les émotions soient plus directes, dans le sens où il ne faut pas que ça soit un effort de projection. Si je regarde un film triste, je suis triste parce que je suis en empathie avec l'histoire. Je ne suis pas triste parce qu'elle est en train de m'arriver. Et je pense que justement, l'enjeu de la VR, c'est qu'il faut que je sois triste parce que j'ai l'impression que ça m'arrive, en fait. Et c'est là où, à mon avis, il y a un enjeu qui peut être intéressant. Et c'est là où il faut se distinguer. Effectivement, parfois, quand on finit une expérience VR,
si on se dit, bon, bah, finalement, j'aurais peut-être pu l'avoir sur un format linéaire et ça n'aurait pas forcément changé grand-chose. Et il faut je pense qu'en tout cas, en tant que créateur de VR, il faut qu'on lutte contre ça et il faut faire en sorte d'aller chercher plus directement cette émotion pour vraiment la générer de façon native, quoi, de la générer dans tout son corps. Et pas que ça soit un effort conscient. Aujourd'hui, il y a certaines limites techniques qui font que c'est pas toujours évident d'aller chercher cette émotion directe, mais je pense que c'est là qu'il faut que la VR se distingue. Et c'est pour ça que l'interactivité, des intelligences artificielles de qualité, tous ces éléments-là, et peut-être rajouter d'autres sens, le toucher, l'odorat, vont faire qu'on va un peu casser cette barrière et qu'on va être sur une émotion un peu plus directe, avec peut-être un certain trouble quand on va enlever le casque, de plus savoir si on l'a réellement vécu ou si c'était juste une expérience virtuelle. En tout cas, c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant à creuser, je pense. Merci. Du coup, on a le temps pour le trailer Non. C'est fini. Ah bah là, c'est fini. C'est fini. Bon, ben merci.